Bonjour et bienvenue à notre webinaire Repenser l'accessibilité des logements pour les immigrants en situation de handicap qui sera présenté aujourd'hui par Stéphanie Gamache. Mon nom est Siem Aïd Hamouda, je suis la coordinatrice bilingue de l'Initiative pour l'accessibilité. Et avant de commencer, j'aimerais qu'on revoie ensemble quelques règles de base de cette réunion. Merci de renommer votre profil avec votre nom et le nom de votre organisation. Pour activer les sous-titres, cliquez sur Captions dans la barre de menu, puis s'il vous plaît, sélectionnez Afficher les sous-titres. Pour consulter la transcription complète, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Captions de la barre de menu et sélectionner Afficher la transcription. Malheureusement, il y a eu beaucoup de demandes pour l'interprétation en langue de signes LSQ, donc on n'a pas pu assurer une pour notre webinaire aujourd'hui en direct. Pour poser vos questions, merci d'utiliser l'option Q&A et merci de respecter les opinions de chacun. Nous vous invitons à la fin de la session à remplir le sondage du webinaire afin d'améliorer la qualité de nos prochains événements. Je vais commencer par la reconnaissance des terres. Nous reconnaissons les peuples autochtones de toutes les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Bien que nous nous réunissons sur une plateforme virtuelle, nous tenons à reconnaître cette terre sacrée sur laquelle nous, à Okassi, faisons notre travail. Il s'agit du territoire traditionnel de nombreuses nations, y compris les Mississauga de Credit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat, et on y trouve maintenant de nombreuses Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous reconnaissons également que Toronto est visé par le traité 13 avec les Mississauga of the Credits. Notre animatrice de cet atelier aujourd'hui, Stéphanie Gamache, est ergothérapeute depuis 2010. Elle a réalisé une maîtrise de recherche pour développer un outil d'évaluation de l'accessibilité pour les personnes ayant des incapacités variées. Pendant son doctorat, elle a élaboré des normes de conception d'aménagement piétonnier accessibles pour les personnes avec des incapacités motrices, visuelles et auditives. Au postdoctorat en aménagement du territoire, Stéphanie s'est intéressée aux évaluations d'impact sur la santé. Elle a été consultante en accessibilité au CIUSSCN de 2012 à 2018 et à son compte depuis. Stéphanie a développé une pratique axée sur l'accessibilité des environnements publics dans une perspective d'inclusion de tous dans la communauté, incluant l'accès au logement en construction. Bienvenue Stéphanie. Merci beaucoup. Bienvenue tout le monde. Merci d'avoir répondu à l'appel pour qu'on repense l'accessibilité des logements ensemble. En fait, aujourd'hui, l'objectif, ça serait d'abord de me présenter, voir qu'est-ce que je fais dans ma pratique, mon approche, pour vous permettre d'un peu mieux comprendre mes réflexions par rapport au sujet du logement, puis en savoir un petit peu plus sur mes compétences et mes services. Puis je vais ensuite vous parler de la situation actuelle en lien avec l'accessibilité des logements, puis le processus de recherche de logements accessibles. Ça va nous amener à discuter d'actions potentielles qui pourraient être mises en place pour améliorer la situation, parce que malheureusement, trouver un logement accessible, c'est pas toujours simple. Puis, on va aussi parler du droit au logement parce que ça doit faire partie de la discussion en lien avec l'accès plus équitable au logement. J'aimerais aussi qu'on discute de c'est quoi un logement accessible, un logement adaptable, puis des trucs et des astuces qui pourraient rendre un logement plus accessible quand on est en attente d'adaptation ou que notre logement n'est pas tout à fait adéquat pour répondre à nos besoins. Donc, on aura aussi du temps pour répondre à ces éléments-là. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre ou à lever la main ou à inscrire des questions dans le chat. Là, ça va me faire plaisir de pouvoir discuter de tout ça avec vous parce que l'objectif, c'est vraiment d'alimenter la réflexion par rapport à la thématique du logement. Donc, comme Siam a mentionné, mon nom est Stéphanie Gamache. Je suis une femme de 36 ans avec les cheveux longs bruns avec quelques mèches blondes pour cacher l'apparition de mes premiers cheveux blancs. Je suis présentement chez moi dans mon bureau à Québec. Comme Siam le mentionnait, je suis ergothérapeute, détentrice d'un doctorat. Puis, tu sais, je ne veux pas nécessairement remettre l'emphase sur mon parcours, mais juste vous mentionner que
les projets de recherche que j'ai réalisés ont toujours été faits en recherche participative, où il y avait tout le temps différents acteurs impliqués dans l'identification de solutions qui travaillaient ensemble pour solutionner des enjeux d'accessibilité, que ce soit des personnes en situation de handicap elles-mêmes, des thérapeutes, des groupes de défense de droits qui les appuient, des employés municipaux qui sont impliqués dans la gestion, le design, l'entretien des aménagements, puis de tout organisme connexe. Donc, ça m'a permis d'avoir une vision assez globale de différents enjeux d'accessibilité. Euh, puis, comme ça a déjà été mentionné, je suis consultante à temps plein depuis janvier 2023, là, plus en lien avec la conception et l'aménagement accessible de différents environnements. Je suis aussi membre du comité technique sur l'orientation et la signalisation de normes d'accessibilité Canada à titre d'experte, puis je siège sur un comité miroir canadien ISO en lien avec les quartiers multigénérationnels. Donc, ma pratique est vraiment axée sur l'accessibilité des environnements pour les personnes en situation de handicap avec une variété de clientèle pour favoriser leur inclusion dans la communauté, une expertise qui est habituellement peu commune pour une ergothérapeute. Je sais que j'ai un parcours un peu atypique et que mon expertise est assez pointue. Je ne m'attends pas à ce que ça devienne un champ d'expertise commun parce que c'est un domaine assez complexe, mais je crois que peu importe notre profession ou notre bagage, on peut tous contribuer à améliorer l'accessibilité des milieux, puis de savoir quels sont les outils et les ressources qui se retrouvent autour de nous pour rendre ça le plus facile possible, puis l'actualiser dans la réalité. Donc, ma spécialité est liée à la connaissance des personnes qui ont différentes limitations fonctionnelles et à l'accessibilité des environnements pour qu'ils conviennent au plus grand nombre d'utilisateurs possible, puis non à une seule personne, là. Je travaille avec les personnes concernées. Je suis un peu comme une courroie de transmission pour une approche qui va consolider la réponse aux besoins des personnes. Euh, mais quand on pense, par exemple, à l'accessibilité en lien avec les codes de construction, ben, ça ne prend pas nécessairement en compte les besoins de tout le monde. Par exemple, même avec le volet accessibilité qui est proposé dans le Code de construction du Québec en lien avec les logements, l'accès n'est pas nécessairement toujours adéquat pour, par exemple, des utilisateurs en fauteuil roulant. Puis moi, je suis là pour aider les concepteurs puis les propriétaires à aller un peu plus loin que le minimum, en fait, beaucoup plus loin, idéalement, puis trouver des solutions qui vont répondre aux besoins d'une clientèle variée. Donc, comme je mentionnais, je travaille avec une variété de clients. J'ai mentionné les promoteurs puis les propriétaires d'immeubles, mais je travaille aussi avec des organismes communautaires qui défendent les droits des personnes en situation de handicap et des municipalités, par exemple. Mon objectif demeure toujours d'apporter des solutions plus inclusives dans l'aménagement d'environnements variés, que ce soit des logements, des environnements publics ou des aménagements extérieurs. J'ai collaboré à la rédaction de différents mémoires auprès d'instances gouvernementales pour faire valoir l'importance de l'équité d'accès et l'accessibilité à différents aménagements, notamment par rapport à la sécurité routière et au plein air urbain. Puis, en général, là, dans ma journée, je fais beaucoup d'analyses de plans pour identifier des optimisations qui sont possibles pour rendre les aménagements plus accessibles, des évaluations sur le chantier pour s'assurer que les recommandations sont bien appliquées, des évaluations d'impact sur la santé. Puis, je m'approche parfois de certains problèmes normatifs selon les demandes des clients. Là, parfois, par exemple, j'ai un client qui m'est arrivé avec une idée d'aménagement pour une salle de bain qui était un petit peu petite. Puis s'il voulait l'aménager en fonction du code de construction, il n'était pas capable de pouvoir réaliser son projet parce que les dimensions étaient trop étroites. Mais il y avait une super belle solution à mettre de l'avant qui aurait été bien accessible, mais pour pouvoir l'actualiser, pour pouvoir s'assurer que ce soit accepté par la Régie du bâtiment du Québec, en tout cas ici au Québec, ben, il fallait émettre un avis professionnel à cet effet-là là, pour vraiment s'assurer que la solution proposée répondait aux besoins. Donc, c'est le genre de choses aussi que je peux faire. Puis, j'ai contribué à plusieurs projets de recherche en lien avec l'accessibilité, autant en lien avec des aménagements intérieurs comme les salles de bain, ou des aménagements extérieurs, par exemple des aménagements piétonniers en situation hivernale ou des parcs nationaux. Puis, j'offre aussi de la formation selon le besoin de différents types de clients là, qui veulent
en savoir un peu plus sur l'accessibilité ou l'évaluation de l'accessibilité en général. Donc, dans ma pratique, mon objectif, c'est pas d'évaluer une personne puis de les aider à acquérir puis à maintenir leurs capacités. Il y a beaucoup de mes collègues ergothérapeutes qui font ça, puis je les salue. Mais moi, c'est pas tout à fait ma pratique. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'améliorer l'environnement, puis ça pour tout le monde, dans une approche qui est populationnelle. Comme ergothérapeute, je suis consciente de l'impact de différentes pathologies, différentes conditions qui vont influencer la réalisation de tâches et l'utilisation de différents environnements. Puis l'analyse d'activités comme entrer dans un édifice, aller à la salle de bain, se faire à manger, avec plusieurs personnes en tête me permet de bien saisir c'est quoi les enjeux d'utilisation de l'environnement, puis tout ça pour favoriser l'autonomie, la sécurité et le confort d'utilisation pour tous, donc sans nuire à certains groupes pour qui les besoins pourraient être différents. Parce qu'en fait, chaque personne est unique, puis les solutions qui vont pouvoir bien convenir à une personne, par exemple vivant avec une déficience visuelle, pourraient ne pas convenir à une personne qui est utilisatrice d'un fauteuil roulant, par exemple. Si je vous donne un aperçu, une personne qui a une déficience visuelle va probablement avoir une préférence à avoir de la signalisation plutôt à la hauteur des yeux pour pouvoir s'en approcher, pour pouvoir toucher s'il y a des éléments tactiles. Mais une personne qui est en fauteuil roulant, ça se peut qu'à avoir à se casser le cou puis à lever la tête pour bien voir la signalisation, ça se peut que ça soit un défi, puis que ça soit pas confortable, puis encore plus si cette personne-là a aussi une déficience visuelle, parce que c'est pas parce qu'on a euh, une déficience qu'on n'en a pas d'autres. Donc, ça peut devenir un défi supplémentaire. Et moi, je suis là pour voir c'est quoi les compromis, c'est quoi le juste milieu où on peut s'assurer que tout le monde y trouve son compte, puis a un accès relativement simple aux infrastructures. Donc, c'est une histoire de compromis souvent. Puis ça fait partie de mon travail de mettre en commun les besoins de différents types d'individus. Comme je disais, l'analyse d'activités dans des environnements donnés en considérant une panoplie d'individus aux capacités variées, ça fait partie de mon quotidien. Puis en ayant été en contact avec des personnes concernées, en collaborant avec le milieu associatif qui défend les droits des personnes handicapées, les personnes en situation de handicap, pardon, puis en ayant des connaissances approfondies sur le sujet de l'accessibilité qui est basé sur des évidences scientifiques, je considère le processus de conception puis l'accessibilité d'un œil un peu différent. Je vais au-delà des codes de construction puis des normes qui sont proposées, puis j'y juxtapose ma connaissance des besoins des utilisateurs qui sont parfois mal compris et même stéréotypés. Là, on ne se le cachera pas que des fois, les gens assument que les personnes en fauteuil roulant, par exemple, fonctionnent d'une certaine façon, alors que ce n'est pas nécessairement. J'ai moi-même des incapacités liées à l'endurance après avoir fait des embolies pulmonaires massives. Donc, avoir le vécu de certaines problématiques m'a amené aussi une autre vision de certains éléments. Ça m'aide à mieux comprendre certains enjeux, surtout pour des problématiques qui sont moins visibles, puis pas nécessairement attendues pour notre âge. Parce qu'en fait, c'est arrivé quand même très tôt dans ma vie. Quand j'ai l'occasion de le faire, je vais privilégier une approche participative avec les personnes en situation de handicap. Donc, je veux identifier des solutions avec les personnes elles-mêmes. Ce qui peut convenir dans un milieu peut ne pas convenir dans un autre milieu. Donc, être au courant de comment les utilisateurs sont influencés par le projet dans leur contexte. C'est, à mon avis, non seulement préférable, mais vraiment essentiel pour assurer une bonne implantation des projets. Puis ça s'applique à différents environnements, dont le logement. Donc, qu'ils soient en construction ou bien déjà construits, les logements devraient être pensés pour pouvoir accueillir une panoplie d'individus avec des capacités variées, qui peuvent être évolutives dans le temps. Puis dans mon travail, j'ai d'ailleurs accompagné des promoteurs et des propriétaires de logements dans la mise en accessibilité de leurs bâtiments pour penser à ces éléments-là à l'avance, quand c'est possible de le faire, ou pour modifier l'environnement qui est déjà existant pour le bonifier. Puis quand on travaille sur un environnement existant, des fois, ça apporte des défis supplémentaires parce que l'espace est déjà circonscrit, on ne peut pas nécessairement en ajouter. Ça peut amener encore une fois, un besoin d'atteindre un compromis
Ça ne sera pas nécessairement parfait, mais au moins souvent, habituellement, il y a des solutions alternatives où il y a moyen de déjà faire mieux que ce qui était, initialement présent. Donc, parlons des enjeux actuels en lien avec trouver un logement accessible. Parce qu'en fait, trouver un logement en soi, c'est une tâche complexe avec plusieurs facettes. Puis commençons par les informations liées à la relation avec le propriétaire. Parce que les propriétaires n'ont pas l'obligation de rendre un logement accessible. Ils peuvent refuser d'effectuer les travaux nécessaires. Ça peut donc être décourageant de chercher un logement qui n'est pas déjà accessible, parce que même si vous trouvez un logement intéressant et potentiellement adaptable, ça se pourrait que le propriétaire refuse que les travaux soient réalisés. C'est donc important, à mon avis, d'être très transparent par rapport à nos besoins, puis de les partager avec le propriétaire pour éviter des surprises ou des déceptions en cours de route. Puis il faut savoir que certains propriétaires vont exiger que les locataires, une fois qu'ils ont adapté leur logement, remettent le logement à l'état initial avant les adaptations, avant de quitter. Donc, ça peut amener des coûts importants suite au départ de la personne. Ça prive une personne qui a des besoins similaires d'avoir un logement rapidement sans avoir à passer à travers un processus long et laborieux d'adaptation de domicile. Ça aussi va générer des coûts importants, là. Tu sais, c'est une situation qui, à mon avis, est pas juste, pas équitable et difficile à à expliquer, mais ça fait quand même partie de la réalité. Donc, il ne faut pas nécessairement non plus penser que parce qu'on connaît quelqu'un qui a un logement accessible, qui déménage, qu'on va pouvoir avoir accès à ce logement-là. Ça se pourrait que le propriétaire demande que le logement soit remis à l'état initial. Donc, adapter un logement en fonction de ce que les propriétaires ont comme plan par rapport à leur logement, c'est un élément important à prendre en considération. Donc, comment devrait-on orienter ses recherches en logement accessible? C'est pas vraiment simple. Il y a beaucoup d'embûches, mais je veux qu'on regarde ça ensemble pour qu'on trouve des trucs et astuces là, pour faciliter la chose. Donc, d'abord, les outils de recherche d'informations, des bases de données de logements accessibles, il n'y en a pas énormément qui sont exhaustives ou qui apportent énormément d'informations juste par rapport à l'accessibilité des logements. Ça pourrait nécessiter d'avoir, de l'aide, humaine, je vous dirais, parce que probablement que les bases de données et les bases de recherche, sur le web ne seront pas suffisantes. Les ressources ou autres outils qui peuvent aussi être limités, là, même si la personne qui a des limitations fonctionnelles est experte de sa condition, ça se peut qu'elle ait besoin d'aide pour identifier le logement qui va le mieux convenir à son besoin ou identifier celui qui serait le plus facilement adaptable en fonction de sa condition. Tout le monde n'est pas expert en construction ou en adaptation de domicile. Ça peut donc être difficile de s'imaginer comment un logement peut être modifié pour répondre à ses besoins. Donc, obtenir ce type d'appui-là dans le réseau de la santé, c'est pas toujours simple. Sinon, le service au privé, ça peut être coûteux. Donc, connaître ses besoins, puis on en reparlera un petit peu plus tard, ça pourra être une très bonne, un très bon point de départ. Les organismes communautaires, par contre, peuvent être d'une aide très précieuse pour identifier des logements accessibles. Certains offrent même des logements temporaires. Donc, ça ne faut pas les oublier dans la stratégie de recherche de logements accessibles. Puis même, ça peut être un excellent bon point de départ pour tenter d'identifier là, un logement qui pourrait convenir à nos besoins. Même si on a des bonnes ressources, puis un plan de match pour identifier un logement accessible dans notre milieu, ça se peut que ça soit quand même difficile d'en trouver un qui répond à nos besoins, simplement parce que plusieurs logements sont tout simplement pas accessibles. Le bassin est quand même limité, puis l'enquête de la Société canadienne d'hypothèques et de logement sur les logements sociaux et abordables pour la période de 2019 à 2023 indique qu'à l'échelle nationale, il y a quand même 37 des immeubles qui n'ont pas de caractéristiques d'accessibilité. Puis ce pourcentage-là est beaucoup plus élevé en Nouvelle-Écosse à 83 et au Québec à 69. Les allées pavées pour les fauteuils roulants et l'entrée sans marche au niveau de la rue, c'était les caractéristiques les plus courantes mentionnées dans ce sondage-là, mais ça ne rend pas l'intérieur d'un logement accessible. Puis il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte pour déterminer si un logement est accessible, comme
les dimensions des aires de circulation, est-ce qu'il y a un seuil ou des obstacles, la largeur, le poids des portes, pour nommer que ces exemples-là. Puis, selon les besoins de chaque personne, ça se peut qu'il soit plus ou moins facile de trouver un logement accessible. Les délais d'attente aussi pour l'accès au programme d'aide financière pour l'adaptation ou l'obtention d'un logement subventionné, ça peut être très long là, selon la région. Dans une même province, ça peut varier quand même grandement. Il y aura nécessairement une période où le logement euh, pourrait ne pas convenir de façon optimale aux besoins de la personne en attente d'adaptation si le logement n'est pas déjà adapté. Il faut donc se préparer à cette situation-là. Puis je vais vous proposer des solutions potentielles un peu plus tard, là, comme je mentionnais. Ce processus d'adaptation-là de domicile peut être problématique, là, mais malheureusement, ça peut l'être encore plus pour les nouveaux arrivants en raison de leur statut. Par exemple, au Québec, il existe le programme d'adaptation de domicile de la Société d'habitation du Québec qui est disponible pour les personnes qui ont une déficience qui entraîne une incapacité significative et persistante, sont sujettes à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. Par contre, il y a un critère d'admissibilité au programme qui est de détenir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent. Donc, ça peut aussi influencer la capacité à avoir accès à ces sous-là. Ça peut également être problématique pour les personnes qui ont des limitations qui, je dirais, sont émergentes, en lien avec, par exemple, l'équilibre, la fatigabilité, des pathologies avec des conditions fluctuantes, un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle, alors qu'on pense surtout à l'adaptation de domicile pour une personne qui a des limitations physiques avec une pathologie bien précise. Au Québec, le montant qui est accordé pour la modification du domicile a été bonifié, ce qui est vraiment aidant pour mieux couvrir les besoins des individus parce qu'il arrivait que le programme ne puisse pas fournir l'ensemble des sous nécessaires pour combler l'adaptation de domicile. Donc, ça laissait la personne soit payer pour le reste ou se débrouiller avec un environnement partiellement adapté jusqu'à ce que le programme soit de nouveau accessible après un certain temps. Malheureusement, présentement, ce programme-là a été mis en suspens pour une durée indéterminée. Donc, ça peut avoir des impacts majeurs sur les personnes dans leur processus là, et leur sécurité au quotidien. Mais je ne veux pas nécessairement mettre l'emphase sur ce qui se passe au Québec parce qu'il se passe bien d'autres choses ailleurs aussi, puis c'est aussi important. Puis en fait, au Canada, différents organismes peuvent être contactés pour obtenir du financement pour l'adaptation de domicile. Pour les vétérans, il y a du financement en lien avec les programmes pour l'autonomie des anciens combattants. Il y a aussi la marche des dissous du Canada au niveau fédéral qui offre du financement. Sinon, chaque province a son propre mode de fonctionnement avec différentes organisations qui offrent du soutien à l'adaptation de domicile. J'ai parlé de l'exemple du Québec, mais chaque province est différente. Puis, j'ai fait quelques recherches à ce sujet-là pour essayer de vous trouver l'information la plus complète possible là, pour différentes provinces et territoires. Là. Sur le site d'Aide Canada, on retrouve justement une liste de différents organismes qui sont impliqués dans le financement potentiel d'adaptation de domicile dans différentes provinces et territoires. Donc, si ça peut vous être utile, n'hésitez pas à consulter la page là, pour en savoir un peu plus. Puis, au-delà des adaptations de domicile, les pratiques de construction actuelles limitent un peu les choix possibles parce qu'il y a peu de logements qui sont facilement adaptables pour répondre aux besoins de certaines personnes. Le code de construction, comme je le mentionnais, c'est un minimum. C'est clairement pas une feuille de route à suivre. Puis en respectant que le minimum, la majorité des gens qui n'ont pas les conditions en place pour habiter dans un milieu sécuritaire et confortable pour eux, ils se retrouvent dans des situations un peu précaires. Puis sans que ça soit une règle, il y a des bonnes chances que les personnes qui ont des limitations fonctionnelles aient à louer un plus grand logement pour permettre des adaptations, donc payer plus cher alors que ces personnes-là ont souvent un plus faible revenu. S'il y avait des meilleures pratiques obligatoires, il serait peut-être plus facile d'avoir des conditions de base gagnantes pour mieux desservir les personnes qui ont des incapacités variées.
Il y a aussi le manque d'incitatifs pour les promoteurs d'assurer l'accessibilité ou l'adaptabilité des logements. Par exemple, un promoteur n'a pas accès à du financement en prévision de l'accueil de personnes en situation de handicap. Le logement doit être construit, utilisé, en tout cas au Québec, il doit être utilisé pendant 1 an. Puis ensuite, la demande d'adaptation peut être faite, puis le processus s'enclenche. Donc, ça peut prendre plusieurs mois, alors que lors de la construction, les choix pourraient être faits avec les nouveaux locataires qui désirent habiter dans des milieux pour répondre plus facilement à leurs besoins. Il existe le programme APH Select de la SCHL, qui est une assurance prêt hypothécaire pour immeubles collectifs qui est axée sur l'abordabilité, l'accessibilité et la compatibilité climatique. Mais ce programme-là est assez récent. Il a été lancé en 2022. Donc, ça peut-être qu'il est moins connu dans le milieu, mais du moins, ça peut être un bon outil à lancer aux gens que vous connaissez, là, si ça peut être utile pour élaborer des projets plus accessibles. Puis du moins au Québec, il y a quand même une absence d'options encourageant les promoteurs à aller au-delà du minimum, qui est un peu décourageant. Mais sachez qu'il y a quand même des promoteurs qui s'investissent dans la construction de logements accessibles et adaptables. Puis espérons qu'ils vont contaminer d'autres promoteurs qui vont mettre de la pression sur le système pour faire avancer les choses. Puis finalement, un élément super important qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, tout ce qui est autour du logement. Les trottoirs, les arrêts d'autobus, les commerces de proximité, le milieu de vie dans son ensemble est super important parce que l'accessibilité d'un milieu ne peut pas se limiter qu'au logement de la personne, sinon elle va rester prise chez elle. C'est donc important de considérer aussi la conception du quartier pour permettre à la personne d'être plus autonome, puis de pouvoir s'épanouir dans son milieu. Le choix d'un logement accessible, ça doit donc considérer plus que juste le bâtiment. Puis malheureusement, ben, ce n'est pas tous les secteurs qui offrent les mêmes aménagements extérieurs que les commerces accessibles à proximité. Donc, ça peut aussi être un enjeu dépendamment du besoin de la personne. Puis sachez que même pour une personne qui a déjà un domicile accessible, si elle doit être relocalisée à cause d'un sinistre, par exemple, il n'y a pas nécessairement énormément d'options. Donc, si on peut tous ensemble essayer de motiver tous les acteurs impliqués dans l'accessibilité de ces environnements-là, mais peut-être qu'à un moment donné, on pourra ensemble construire des milieux plus inclusifs pour tout le monde. Puis en fait, là, je le sais, à date, j'ai l'air un peu négatif, puis c'est pas mon objectif. Je pense juste qu'il faut être réaliste par rapport au contexte dans lequel on se trouve. Il y a des embûches, il y a des difficultés, mais il faut aussi penser aux actions potentielles pour améliorer la situation. Donc, j'ai fait une petite liste ici d'éléments qui m'apparaissent importants à considérer pour le futur en fonction de ce qu'on a déjà discuté jusqu'à maintenant. Donc, les pratiques de construction avec une réelle adaptabilité des logements, par exemple avec des fonds de clouage pour l'installation de barres d'appui dans la salle de bain, l'accès à toutes les pièces avec des portes assez larges ne sont pas assez mises de l'avant. On parle souvent de visitabilité des logements, mais ça ne fait pas en sorte que quelqu'un peut y habiter parce qu'il est visitable. Ça peut en fait même ne pas convenir du tout, dépendamment du besoin de la personne. Donc, l'accent sur des logements qui répondent mieux aux besoins d'une panoplie de personnes pourrait être mis de l'avant. Le code de construction mériterait dans toutes les provinces de mettre de l'avant de meilleures pratiques, soit qui ne nécessitent pas de travaux pour la mise en accessibilité ou qui requièrent que des modifications mineures et donc qui fait en sorte que les travaux peuvent être de moins longue durée. D'ailleurs, les pratiques qui visent l'accessibilité devraient être considérées dans les financements qui peuvent être obtenus pour le développement durable parce qu'en fait, c'est une très belle mesure pour éviter des travaux inutiles, des déchets de construction, tout en favorisant le vieillir chez soi. Puis les codes de construction devraient être bonifiés pour éviter de discriminer les gens qui ont des capacités qui ne répondent pas nécessairement aux exigences minimales. Plusieurs concepteurs se fient au code de construction pour faire les choses adéquatement, mais si le minimum n'est pas suffisant, qui va vouloir aller au-delà de ce qui est exigé? Si la conception avec ce code-là n'est pas adaptable parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace, par exemple, pour faire un transfert en fauteuil roulant, puis on ne peut pas ajouter de l'espace par après, on se retrouve avec quoi comme solution, en fait? Ben, de déménager, mais déménager où? Si tout est conçu de cette façon-là. Donc, les gens ne veulent pas vivre dans des milieux de soins, ils veulent vivre dans la communauté puis en faire partie.
Donc, pour y arriver, ils doivent avoir une place, puis les pratiques doivent refléter que tout le monde a sa place. Donc, ça peut être une option de revendication si vous avez envie de vous battre pour une cause qui est super intéressante. L'appui aux promoteurs puis aux citoyens en situation de handicap devrait aussi être plus important et soutenu. Il ne devrait pas avoir d'arrêt dans les financements de mesures essentielles comme l'adaptation de domicile. Il devrait toujours y avoir un soutien aux promoteurs qui mettent du temps et de l'argent à concevoir mieux pour offrir des milieux de vie plus sécuritaires, durables et ajustables dans le temps et répondre à un besoin criant en termes de logement facilement adaptable selon l'évolution des besoins des individus. L'établissement d'un registre de logements accessibles, ça pourrait être une priorité qui devrait être obligatoire. Puis il devrait être obligatoire de tenter de trouver un locataire qui peut bénéficier d'un logement qui est déjà adapté, plutôt que d'exiger du locataire qui remette à l'état initial non accessible lors de son départ. Comme je l'ai déjà mentionné, un propriétaire a le droit de refuser qu'un logement soit adapté. Je peux comprendre l'impact que ça peut avoir pour les travaux pour cette personne-là, mais de la sensibilisation puis un appui auprès des propriétaires et des promoteurs, ça permettrait peut-être d'éviter des situations de discrimination ou de difficulté de trouver un logement accessible. D'ailleurs, les plateformes de recherche de logements de maison ont habituellement pas vraiment de mots-clés en lien avec l'accessibilité. Si ça pouvait être ajouté, probablement que ça faciliterait aussi la vie des gens qui veulent avoir de l'information sur vraiment est-ce qu'il y a une rampe d'accès, par exemple, est-ce qu'il y a des armoires de cuisine adaptées. Cette information-là, elle est très difficile à trouver. Donc, ça pourrait être intéressant d'avoir des notions dans les outils usuels qu'on retrouve déjà présents. Donc, pourquoi tout ça est important? C'est important non seulement parce que ça serait plus juste, plus inclusif pour tout le monde, mais aussi parce que c'est une question de droit. Tout le monde a droit à un logement accessible et sécuritaire. Puis j'ai trouvé un article super intéressant par rapport aux notions du droit au logement au Canada. Puis je vous invite à aller le consulter en entier si ça vous intéresse. Là, j'ai laissé le lien pour y accéder. En fait, il est mentionné que le logement doit être convenable ou dit suffisant, là. Il doit répondre aux besoins sociaux, économiques, environnementaux ou culturels qui peut différer d'une personne à l'autre. C'est tout à fait vrai. Puis en fait, il y a 7 caractéristiques d'un logement suffisant qui ont été identifiées, dont la sécurité légale de l'occupation, puis en fait la protection légale contre l'expulsion, le harcèlement et les autres menaces, l'existence de services, matériaux, équipements et infrastructures. Donc, le logement comprend les ressources nécessaires à la santé, à la sécurité, au confort et à la nutrition. La capacité de paiement, donc le coût du logement devrait se situer à un niveau qui permet de satisfaire les autres besoins fondamentaux. L'habitabilité, donc le logement offre un espace convenable et protège les occupants de l'environnement, des menaces pour la santé et des risques structurels. La facilité d'accès, là, on rentre dans un sujet qui nous intéresse plus. Le logement doit être accessible à ceux qui en ont droit et les groupes défavorisés bénéficient d'une certaine priorité en matière de logement. L'emplacement, donc le logement est situé loin des sites pollués et permet l'accès à des possibilités d'emploi, des services de santé, des établissements scolaires, des centres de soins pour enfants et d'autres services sociaux. Puis quand je mentionnais un peu plus tôt le fait d'avoir un quartier complet ou d'avoir un milieu de vie complet avec différentes infrastructures autour, mais ça fait référence aussi à cet élément-là. Puis le respect du milieu culturel. Donc, les traités sur les droits du logement exigent des gouvernements à prendre des mesures pour éviter que les personnes se retrouvent sans toit, donc interdire les expulsions forcées, mettre fin à la discrimination, concentrer l'attention sur les groupes les plus vulnérables et marginalisés, puis garantir à tous la sécurité d'occupation, puis un logement qui est convenable. Au Canada, la loi sur la stratégie nationale du logement reconnaît le droit au logement à titre de droit de la personne. Donc, il reconnaît que le logement revêt un caractère essentiel pour la dignité inhérente à la personne humaine et pour son bien-être. Donc, c'est une question super importante qui doit faire partie des débats d'idées pour que les droits de tous soient respectés. Je suis consciente que présentement, les logements ne sont pas construits pour que tout le monde puisse y habiter, mais à mon avis, un logement accessible, ça permettrait à des personnes qui ont différents profils fonctionnels d'y habiter de façon sécuritaire.
Maintenant qu'on a établi le droit au logement, je vous invite à réfléchir sur ce qui rend un logement accessible et sécuritaire. On pense souvent aux entrées accessibles avec une rampe d'accès ou aux ascenseurs qui donnent accès aux différents étages lorsqu'on parle de logement accessible, mais c'est bien plus que ça. Ça peut prendre plusieurs formes. Pour vous, c'est quoi un logement accessible? Qu'est-ce que vous voyez qui est aidant, qui rendrait un logement plus accessible ou qu'est-ce qui est nécessaire pour rendre votre logement accessible si vous avez déjà fait des adaptations dans ce sens-là? Je vous laisse la parole. Je suis bien fun à parler. N'hésitez pas à ouvrir votre micro, ça ne me dérange pas. Je sais pas si t'as à y aller. Oui, bonjour. Allez-y. Bonjour Stéphanie, merci pour ta présentation. Alors, Avec mon nom plaisir. c'est Tahar, je suis conseiller logement à Winnipeg, au Manitoba. Alors, Oui. j'aide les nouveaux arrivants à accéder à leur premier logement à Winnipeg. Donc, alors déjà, c'est un luxe quand on a l'accès déjà à l'immeuble. C'est un luxe en fait parce que euh, le minimum de confort pour une personne avec un handicap moteur. Ah, je pense que, un instant, s'il vous plaît, je crois que je vais couper le micro de mon collègue un instant. Désolé, je suis de retour. Pas de Alors, problème. je, Allez-y. je vous disais donc, c'est un grand luxe déjà pour nous pour trouver un logement accessible. Déjà, Mhm. accéder. Accéder. Oui, On parle pas déjà du confort d'être proche d'un robinet, accès à la baignoire ou quoi que ce soit, mais je vous oui. assure que quand on a une personne avec mobilité réduite ou un membre d'une famille à mobilité réduite, on a déjà de la misère, comme dirais-je, à trouver un immeuble ou une maison. Donc, on négocie des fois le nombre de marches qu'il y a pour rendre la vie plus facile aux clients. Le fait qu'il y ait 2 marches, on s'estime déjà heureux. Voilà, c'était juste ça, mais il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Ah, je vous comprends tellement. Merci de votre commentaire, puis je Merci beaucoup. sympathise beaucoup. Merci Mais beaucoup. effectivement, c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Puis je voyais Annalisa qui avait ouvert son micro tantôt. Oui, ben, c'était juste pour comme sortir comme ça. Moi, j'ai pas. Je travaille à Sherbrooke pour le service d'aide aux Néo-Canadiens. J'ai pas encore eu beaucoup de confrontation à ce sujet-là, mais justement, je voulais m'éduquer un petit peu plus. Surtout la semaine dernière, ayant visité une famille avec des difficultés au niveau de leur chauffage et tout ça. J'ai Hmm, pu voir vraiment c'était comment parce que leurs deux enfants sont en situation de handicap, dont un physique, puis j'ai vu leur routine quand l'enfant revenait de l'école et là j'étais comme ouais. ben voyons donc, ça se peut pas. Donc là, c'est Mais comme non, ça. comment ça qu'ils sont dans cette situation-là, puis pourquoi est-ce que le CIUS ou comme d'autres organismes ont rien fait et je sais pas, moi je remplace ma collègue qui est en congé de maternité, mais est-ce que tu sais on a tenté de faire des choses, alors tu sais ça m'a un peu ouvert les yeux, puis là j'ai vu cet atelier-là qui était offert, donc là j'étais comme ok ça sera vraiment intéressant. Mais je pense surtout justement à ce qui a été dit au niveau de la salle de bain, peut-être un petit peu plus parce que oui, les marches et Hmm, tout, ça va peut-être tu sais, des choses qui vont se faire avec le temps, mais c'est comme tu dis, comment adapter un appartement sans que le propriétaire dise ben non, on peut pas faire ça, disons la hauteur de tout, en fait. ouais. Ouais, Ayant puis aidé une. vous Ouais, soulevez un point ayant super important. Des fois, les gens savent pas les ressources qu'il y a dans leur milieu. Il y a des services, il y a des choses qui peuvent être mises en place. On les connaît pas nécessairement, puis c'est vrai que ça peut rendre le quotidien plus complexe, puis les gens, ben, ils trouvent les solutions qu'ils sont en mesure de mettre en place, puis c'est pas toujours l'idéal, là, mais oui, je comprends très bien. Merci pour le commentaire. Thierry?
On dirait qu'on est plusieurs dans le monde de l'interculturel. Moi, je suis du Centre multiethnique de Québec. Et Ah, ben bonjour, on n'est pas ah, loin. oui, hein. Parmi les adaptations que je remarque, j'ai l'impression que on pourrait considérer la barrière de langage et peut-être l'analphabétisme comme un handicap, espérons-le, temporaire, mais il reste que dans les communications que les locataires ont envers les locataires, parfois d'avoir des affiches plus imagées, plus visuelles, ça peut aider à briser cette barrière du handicap de la communication, en fait. Tout à fait. Je suis tellement contente que vous en parliez parce que la communication, tout le monde en bénéficie aussi, hein. C'est qu'on ait des très bonnes capacités dans une langue ou peu importe. Tout le monde va bénéficier d'une information simple, imagée. Je pense que tout le monde mérite d'avoir une information simple pour pas être tout mélangé, pour prendre des décisions éclairées. Ça fait que je suis avec vous 100% dans cette suggestion-là. Tout à fait. Donc, s'il n'y a pas nécessairement quelqu'un d'autre qui veut intervenir, on va passer à la suite. Donc, lors de la construction de nouveaux logements, il y a quand même une prévisibilité, je vais dire, des travaux potentiels à envisager pour l'adaptation de domicile qui peut limiter les coûts puis l'étendue des travaux qui peuvent être nécessaires lors d'une adaptation. Donc, je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, là, l'ajout de fonds de clouage dans les salles de bain pour l'installation de barres d'appui, pour qu'il y ait une structure solide en arrière pour pas que la personne tombe parce que la barre d'appui n'est pas assez solide. Puis en fait, il faut que ça soit dans un espace suffisant qui va être à proximité de la toilette ou dans le bain là, pour favoriser les transferts, puis que ce soit de dimensions suffisantes pour accommoder différents gabarits de personnes, des douches sans seuil pour faciliter une entrée avec une chaise d'aisance ou se transférer sur un banc, avoir des espaces de circulation qui permettent à une personne en fauteuil roulant de changer de direction, des portes assez larges pour circuler avec une aide à la mobilité. C'est toutes des choses qui peuvent être pensées pour rendre un logement adaptable pendant la construction. Puis là, je ne veux pas dire que tout le monde a besoin après la conférence, de se lever et de dire je m'en vais convaincre tous les promoteurs qui développent des projets immobiliers dans mon quartier de faire comme ça. Mais je pense que si vous êtes impliqué avec ces personnes-là, puis que vous avez des opportunités de discussion avec eux, mais ça peut être des idées que vous pouvez partager pour essayer de les contaminer. Moi, je suis bien forte sur la contamination des gens par rapport à l'accessibilité. Donc, si moi aussi, je peux vous contaminer à cette idée-là aujourd'hui, je vais être bien contente. Puis en fait, comme outil qui peut leur être fourni, je vous propose de regarder la norme CSA B652, qui est vraiment axée sur l'accessibilité des logements. Puis elle est imagée, il y a des explications sur le pourquoi des recommandations qui sont faites. La norme, elle est gratuite. Elle est disponible sur le site du groupe CSA. Donc, il n'y a pas vraiment de mauvaises excuses de dire ah, ben là, ça coûte trop cher une norme, on ne peut pas l'appliquer. Non, elle est gratuite. Puis, je pense que justement, avec le format qui est proposé, ça peut être vraiment facilitant pour vraiment appliquer les solutions qui sont proposées à l'intérieur. Puis si on débute un processus de conception avec ces principes d'accessibilité-là en tête, c'est beaucoup plus simple de concevoir l'environnement accessible. Alors que si on développe un concept, qu'on ajoute ça par la suite, puis qu'on essaie de l'adapter, ça se peut que ça ne fonctionne pas tout à fait super bien parce qu'une fois que le concept est fait, que les poutres ont déjà été localisées, puis que la tuyauterie, on sait où est-ce qu'elle passe, ben, si on se dit, ah ben non, la salle de bain, il faudrait qu'elle soit plus grande, puis il faut faire passer la colonne d'eau ailleurs, ça se peut que ça soit plus possible. Donc, il y a vraiment une fenêtre d'opportunité qui est plus intéressante si on le conçoit à partir de connaissances ou d'outils accessibles. Donc, encore une fois, si vous êtes en mesure de contaminer des gens qui construisent ces projets-là dès le départ, ben, je vais être très heureuse de savoir qu'il y a des gens qui contribuent à ce processus-là. Puis la différence entre un logement accessible et adaptable, à mon avis, ça réside dans la personne visée puis l'objectif. Un logement peut être accessible pour une personne, mais pas pour une autre. Puis ça peut dépendre du besoin individuel en fonction de ses capacités et de ses préférences.
On peut tenter de rendre un logement plus accessible en général pour tous les utilisateurs potentiels, mais il va toujours avoir une particularité individuelle qui va influencer l'accessibilité à une personne en particulier au logement. Puis l'adaptabilité, ben, à mon avis, elle vise surtout un potentiel. Comment est-ce qu'on peut concevoir l'environnement pour penser à l'adaptation potentielle qui va être nécessaire, peu importe le locataire? Par exemple, de prévoir les fonds de clouage, comme je disais, avec différentes configurations selon la morphologie des utilisateurs. Un autre exemple, ça pourrait être de penser à des modules d'armoire qui pourraient être retirés dans une cuisine pour permettre à une personne en fauteuil roulant d'avoir accès à une surface de travail dans une cuisine. Ce principe-là est aussi intéressant pour une population vieillissante, peut nécessiter aussi des adaptations dans son milieu, mais peuvent aussi bénéficier de rester dans leur milieu de vie dans lequel ils ont vécu toute leur vie ou qui ont appris à vivre au Québec là, ou au Canada en fonction de ce milieu-là qui est bien connu. Donc, je vous invite à véhiculer ce message-là de ce besoin de logement accessible et adaptable pour sensibiliser les autres puis les contaminer. Puis plus on en parle, plus l'argumentaire autour est mis de l'avant, plus on a de chances de convaincre différents acteurs de s'impliquer pour que ce soit une réalité, que ça devienne une façon de faire, puis de façon sociétale, tout le monde va pouvoir en bénéficier. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en recherche de logement accessible ou quand on a déjà un logement qui répond partiellement à nos besoins pour tenter d'optimiser le quotidien. D'abord, je pense que débuter son processus avec une introspection, puis une évaluation des besoins essentiels, c'est super important, puis c'est souvent une étape qu'on va faire un peu trop vite. C'est important de comprendre ses limites, mais aussi nos forces puis nos désirs pour bien identifier l'environnement qui va mieux nous convenir. Par exemple, si vous êtes une personne qui adore faire la cuisine, puis vous voulez faire vos propres repas, même si on veut faire des compromis sur l'espace, peut-être que la cuisine, ça va quand même demeurer un élément essentiel à votre recherche. Mais si vous aimez cuisiner, mais que c'est des repas simples, que vous n'avez pas besoin d'avoir un four ou de l'utiliser à tous les jours, ben peut-être que d'avoir un rond électrique que vous pouvez positionner sur une surface sécuritaire à une hauteur qui est convenable, puis un four micro-ondes accessible, c'est suffisant. Peut-être que la cuisine n'a pas besoin d'être entièrement adaptée. Un autre exemple pourrait être une personne qui a une hypersensibilité sensorielle au bruit, par exemple, ou quelqu'un qui est sur le spectre de l'autisme ou malentendant qui fait du télétravail. Ben, il y a peut-être des secteurs où il y a beaucoup de bruit qui sont moins propices à la réalisation de travail à la maison si on fait du télétravail. Puis je crois qu'en regardant des activités au quotidien, ces besoins pour chacune de nos activités qu'on fait à tous les jours, il va être plus facile d'identifier les incontournables à considérer dans la recherche de logement. Ça peut être un exercice long, mais qui pourrait éviter vraiment des soucis par la suite quand on va essayer d'identifier qu'est-ce qu'on a besoin de faire comme adaptation ou comment je suis capable de trouver des solutions pour adapter le logement que j'aurais choisi. J'en ai un peu parlé plus tôt pour ce qui est de la recherche de logement, mais pour une location, discuter de vos besoins avec le propriétaire, c'est nécessaire parce qu'il doit consentir à la démarche d'adaptation s'il y a des besoins qui sont mentionnés par rapport à ça. Puis cette discussion-là, elle devrait avoir lieu avant de signer un bail, avant de s'engager, parce que ça serait dommage d'apprendre qu'il y a un refus une fois que la personne est installée. Puis en ayant évalué vos forces, vos limites, vos désirs, ben, ça va être beaucoup plus facile de partager avec le propriétaire c'est quoi que vous avez de besoin. Vos échanges vont être plus clairs, puis ça va être plus facile de se comprendre. Pour les nouveaux arrivants, certains organismes communautaires offrent des logements temporaires et transitoires. Puis d'ailleurs, ben, je suis contente qu'on en ait parlé parce que moi, j'ai trouvé l'information que le Centre multiethnique de Québec offrait justement différentes avenues à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas de regarder dans votre secteur s'il y a ce genre d'options qui sont disponibles. Puis, n'hésitez pas à faire des recherches pour identifier d'autres ressources là, que dans le milieu communautaire. Je pense qu'il y a énormément de services qui sont méconnus. Mais une fois qu'on fouille un peu, là, on trouve vraiment des belles solutions là, qui peuvent nous aider dans le quotidien. Si la personne
pendant sa recherche de logement, a accès à des services du CLSC, par exemple, ou d'une ergothérapeute, ben, il faut les mettre à profit parce qu'ils servent à quelque chose, ces gens-là, pour l'adaptation de domicile, mais aussi pour l'essai d'équipements adaptés pour répondre à ses besoins. La pharmacie aussi, ça peut être une bonne ressource pour louer ou acheter de l'équipement, que ce soit par exemple un banc pour mettre dans le bain si vous n'êtes pas en mesure de vous tenir debout pour prendre une douche ou pour vous asseoir au fond du bain, c'est trop difficile. Un siège de toilette surélevé si vous avez de la difficulté à vous relever de la toilette. C'est tous des éléments qui peuvent être testés, puis soit achetés ou loués dans certaines pharmacies. Puis, ça peut être intéressant de voir justement aussi avec des organismes communautaires s'ils ont accès à des dons qui ont pu être faits de ce genre d'équipement-là, qui pourraient vous être utiles. Puis, il y a aussi des aides techniques personnelles qui peuvent être utilisées, par exemple des pinces à long manche pour atteindre des objets au sol, pour atteindre des objets en hauteur là, qui sont plus difficilement atteignables. Là. Ça peut être aussi des solutions intéressantes. Puis maintenant, si on regarde un peu plus précisément différents lieux ou tâches à considérer pour l'accessibilité du logement, pour une personne qui a des limitations physiques ou motrices, même si elle n'utilise pas un fauteuil roulant, identifier un logement accessible sans marche pour se rendre ou même à l'intérieur, là, éviter les marches, qui est desservi par un ascenseur, c'est quand même souhaitable. Puis même parfois, ça peut être nécessaire. L'accès simplement pour entrer, c'est toujours le premier élément à considérer. Puis en fait, pensez que si c'est difficile d'évacuer en situation d'urgence, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais je le sais que des fois, c'est peut-être la meilleure solution en attendant, mais il faut peut-être considérer que ça demeure une situation temporaire. Donc, un accès au rez-de-chaussée, ça peut toujours être aidant, incluant pour les personnes qui ont d'autres incapacités, incluant les personnes qui ont une déficience visuelle. Là. Donc, comme je le mentionnais tantôt aussi, tout ce qui est par rapport à l'accès au quartier, là, ça peut être des éléments importants à regarder là, pour essayer d'identifier, ben, est-ce que même sortir de chez moi, c'est sécuritaire? Sous-estimez pas la localisation justement du logement par rapport à l'épicerie, aux pharmacies, puis même au milieu de travail, selon c'est quoi le besoin de la personne en termes de déplacement et d'endurance aussi par rapport à tout ça. Puis Google, ça peut être un excellent outil pour visualiser tout ça, puis faire des recherches par rapport au quartier sans nécessairement avoir à toujours se déplacer dans différents milieux. Puis je vais donner l'exemple dans mon quartier. Moi, il y a vraiment beaucoup de commerces à proximité qui sont à distance de marche. Par contre, les trottoirs sont très étroits. Il y a toujours des poteaux. Ça peut être difficile de circuler parce qu'il y a des pistes cyclables qui peuvent être insécurisantes pour certaines personnes aussi. Donc, ça se peut que ça crée de l'isolement pour certaines personnes, ces conditions-là, et non pas le fait qu'il y a quand même plusieurs commerces de proximité. Donc, ça dépend vraiment du besoin de la personne. De là à avoir l'importance de peut-être vérifier le milieu avant de se déplacer pour identifier un logement dans un quartier. Un autre élément important pour les logements, c'est l'espace libre pour circuler. Quand on a une aide à la mobilité, souvent, on a besoin d'un peu plus d'espace pour circuler. Si l'espace est trop serré, non seulement on risque d'endommager le logement puis de devoir payer pour réparer tout ça, mais on risque de se blesser, ce qui est encore pire. Donc, si vous avez besoin de plus d'espace pour circuler ou faire des transferts, n'hésitez pas à tester si vous êtes en mesure d'effectuer ces tâches-là nécessaires dans l'environnement avant de vous engager à louer un logement. Pas toujours possible de tasser des murs, même si on réussit à obtenir un financement pour l'adaptation de domicile. Donc, il faut essayer, par exemple, d'aller à la toilette, voir si tout se passe bien, plutôt que d'assumer que quelque chose va pouvoir être changé dans la configuration plus tard. L'important, en fait, c'est toujours de trouver trois sphères, à mon avis, accessibles dans le logement. Aller aux toilettes, être capable de se nourrir, puis de se reposer. Donc, la salle de bain, souvent, ils vont être petites, ça va être difficile d'accès, mais il existe des équipements, comme je mentionnais tantôt, pour l'accès à la toilette et au bain. Donc, ça peut peut-être être des éléments à tester pour voir si ça peut convenir à votre besoin. S'il y a une cuisinière qui est difficile d'accès, ben, est-ce qu'une plaque chauffante peut être utilisée à la place?
Est-ce qu'il y a des services d'aide alimentaire dans le quartier, des cuisines collectives qui sont peut-être plus accessibles que notre propre cuisine? Donc ça peut être des éléments intéressants. Puis de voir que si le comptoir n'est pas accessible en fauteuil, ben, est-ce qu'on est capable d'avoir une table à quelque part qui peut servir de surface de travail? Puis ça peut même être notre bureau aussi, si on a besoin d'un espace bureau, puis de combiner les usages de différents espaces. Ça peut aussi être difficile de se rendre dans les chambres parce que des fois, les corridors et puis les changements de direction sont étroits et limitants. Donc, de penser aussi à utiliser les espaces autrement. Des fois, un espace commun comme un salon à air ouvert, ben, si on habite seul puis qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir l'intimité par rapport aux autres pièces. Oui, l'intimité dans notre logement, là, mais est-ce que ça peut être un changement de vocation d'une pièce qui peut permettre d'avoir une chambre plus accessible? Ben, ça peut être une option. Puis des fois, l'accès à une pièce est difficile à cause de la porte. Ben, est-ce que vous avez besoin que la porte soit là? Est-ce qu'elle pourrait être retirée? Est-ce qu'un rideau pourrait être ajouté à la place? Ça peut être des options qui peuvent être envisagées avec le propriétaire, par exemple, pour voir si c'est une possibilité. Parfois, ça peut être difficile d'atteindre des armoires. Tout ce qui est rangement, des fois, c'est pas évident. Mais sachez que des paniers, ça peut être des solutions très simples et efficaces pour avoir accès à certaines choses. Quand on met tous nos éléments dans le panier puis qu'on a juste à glisser, ben, ça peut faire une grande différence dans l'accès à certaines choses. Puis s'assurer que si on est en mesure de pouvoir installer des tablettes à une hauteur qui nous convient ou des crochets, ben pourquoi pas le faire. Puis maintenant, il y a des options pour certaines choses là, qui posent même pas de problématiques là, sur les surfaces sur lesquelles c'est installé. Donc, ça peut être aussi des options intéressantes. La Marche des dissous du Canada a une page web. Malheureusement, elle est en anglais, mais ça peut être quand même intéressant à consulter, qui présente différentes adaptations à faible coût que je vous invite à consulter. Je vais vous donner quelques exemples, ça va vous donner une idée. Donc, peindre les seuils de porte d'une couleur contrastée pour offrir un indice visuel. Euh, Placer un banc à l'entrée où les personnes peuvent poser des objets lourds ou s'asseoir en mettant leurs souliers. Fixer ou enlever les tapis sur lesquels on pourrait trébucher. Ajouter des lampes, utiliser des éclairages d'appoint pour aider les personnes à mieux voir, abaisser la boîte aux lettres ou avoir accès à une boîte aux lettres qui est plus basse, là, à la hauteur accessible pour la personne. Donc, lors de visites de logement, moi, je vous invite toujours à être accompagné de quelqu'un de confiance qui va pouvoir vous aider à naviguer dans l'environnement. Par exemple, une personne qui a une déficience visuelle va pouvoir toucher les choses, va pouvoir se faire décrire l'environnement. Une personne une personne sourde ou malentendante pourrait avoir besoin d'aide pour faciliter la communication puis bien s'assurer que les demandes sont bien transmises, bien comprises. Pour une personne qui aurait besoin de tester ses transferts en fauteuil roulant, mais d'avoir quelqu'un en cas de besoin pour être sûr que tout se passe de façon sécuritaire, ça peut être aussi aidant. Donc, en conclusion, tout ce que je vous dirais, c'est informez-vous sur les différents programmes qui pourraient vous concerner parce qu'en fait, il y en a. Il y a différents outils, il y a différents services d'aide qui sont disponibles. Ce n'est pas toujours facile à trouver, mais il y en a. Le transport adapté, si vous pensez en avoir de besoin, assurez-vous de faire la demande pour s'assurer que vous êtes vraiment admissible parce que ça peut changer aussi vos déplacements dans votre quotidien. S'il y a des programmes pour les personnes à faible revenu, ça peut être bien aussi de faire des recherches par rapport à ça. Par exemple, il y a un programme en Ontario en lien avec les personnes à faible revenu, en lien avec le chauffage, qui peut être vraiment intéressant. Donc, c'est beaucoup de recherches, c'est un peu tannant, mais ça peut être très payant. Donc, puis n'hésitez pas à bien lister vos forces, vos limites, vos besoins pour que ce soit facile à communiquer. Sous-estimez pas la force d'un bon réseau social. Ça peut faire toute une différence d'avoir un bon voisinage puis de s'impliquer dans la communauté pour avoir de l'aide au quotidien, aux besoins. Puis j'espère que la présentation d'aujourd'hui vous a permis d'identifier des stratégies qui vont pouvoir être utiles, puis que j'ai allumé une petite étincelle en vous pour qu'ensemble, on tente de repenser l'accessibilité des logements ensemble pour que nos communautés soient plus inclusives.
Je ne sais pas si tu veux que je parle tout de suite du sondage, que le lien est en bas, là. Oui, s'il te plaît. Et puis, on a une question de Thierry dans le chat. Oui. Ah, je ne l'ai pas vu, mon Dieu Seigneur. Allons-y. Je vais aller voir ça. Les locataires ont-ils des incitatifs d'accepter les animaux d'assistance? Si c'est un animal d'assistance qui est vraiment certifié, la personne ne peut pas être refusée. C'est un peu comme dans les taxis, là, si on a un animal d'assistance, normalement, il doit être accepté. Ça fait partie des droits de la personne. C'est un outil dans son quotidien qui est nécessaire à ses déplacements, à toutes sortes de choses, là. Ça a plusieurs utilités, un animal d'assistance. Mais normalement, c'est pas comme si c'était un animal de compagnie. Si la personne n'a pas de certification pour son animal, ça, c'est un petit peu différent. Parce que à ce moment-là, c'est considéré plutôt comme un animal de compagnie. Puis c'est pas les mêmes réglementations, là, c'est pas les mêmes possibilités qui sont possibles. J'ai vu aussi le commentaire de Marie-Claude Poulain. N'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir. J'ai laissé mon adresse courriel justement sur la diapo ici. Sinon, vous pouvez aller sur mon site web aussi, stephaniegamache.com, puis il y a un formulaire là, si les gens veulent m'envoyer un message, là. Ça peut être aussi une autre option à utiliser. OK, on a une dernière question parce que le webinaire se termine à 13 heures, juste pour respecter le temps des autres. Donc Thierry dit, existe-t-il d'autres mesures d'adaptation pour des enjeux de communication, exemple les enjeux interculturels et barrières de langue ou d'analphabétisme? Les mesures d'adaptation, ils vont être propres probablement au propriétaire qui va vouloir fournir l'information. Je dois dire que j'ai pas vu énormément d'informations par rapport à ce genre d'actions-là qui peuvent être mises en place, mais ça serait vraiment important, là. Je le concède que c'est une information super pertinente. Mais je pense pas qu'il y ait d'exigence, outre le fait que l'information doit être disponible au moins en français et possiblement en anglais si la personne le demande, là. Puis encore là, je suis pas certaine que c'est nécessairement une exigence de traduire l'information, de fournir l'information en langage simplifié. C'est pas tout le monde qui s'y connaît énormément en langage simplifié non plus, qui pourra faire un travail adéquat, mais définitivement, s'il y a des revendications par rapport à ça qui peuvent être faites, je pense que ça peut être des bons chevaux de bataille, je dirais. Puis effectivement, moi aussi, je pourrais, de mon côté, l'ajouter dans mes recommandations là, quand je parle à des promoteurs, là, définitivement. Merci beaucoup, Stéphanie, pour cet atelier riche en informations, très utile, je suis certaine. Merci à toutes et à tous pour votre participation. S'il vous plaît, n'hésitez pas de remplir le formulaire d'évaluation. Ça va nous aider à mieux performer pour nos prochains événements. Et pour nos participants dans notre cours en ligne, merci aussi de remplir le sondage sur la plateforme Learn at Work. Merci encore, Stéphanie. Merci à toutes et à tous et passez une bonne journée. Au revoir. Bonne journée, merci. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée.